Je suis Arnaud Dacier. Avant d'être entrepreneur sur le tard, à l'approche de la trentaine, j'ai travaillé pour Alain Madelin à la deuxième moitié des années 90. Alain Madelin, c'était un homme politique libéral très connu dans les années 90, avec lequel j'ai fondé Idéaction. J'ai participé à la fondation d'Idéaction et ça reste un fabuleux souvenir parce qu'avec Idéaction, finalement, avec un réseau de gens qui n'étaient pas là pour faire une carrière politique, qui étaient là pour animer le débat d'idées dans les villes en France. Au final, c'est devenu une aventure politique parce que, comme j'en parlais récemment avec Xavier Chinot, je lui posais la question de savoir pourquoi, en 98, le Parti républicain était arrivé et avait donné les clés de la maison du Parti républicain à Madelin. Et ce type qui était secrétaire général du Parti républicain à l'époque m'avait dit mais c'est bien simple Arnaud, c'est parce que vous nous aviez vidé de notre substance, politiquement et humainement. C'est-à-dire que comme on avait finalement privilégié une façon de faire de la politique qui était autour des idées, et qu'on avait des gens qui étaient désintéressés, la plupart des gens du Parti républicain étaient venus en fait à Idéaction. Le débat était à Idéaction, les gens étaient à Idéaction, il ne restait plus que les élus, le pognon au Parti républicain. Et une fois qu'ils ont eu perdu une ou deux élections, finalement ils sont venus se donner à Madelin. Voilà. Et donc ça prouve que la politique parfois a des détours originaux. Bon, enfin là on s'éloigne du sujet qui est l'entreprise en péril, mais c'est pour vous dire que je crois beaucoup à ce qu'on fait ici au Parti libéral, et que finalement un petit nombre de gens déterminés, puisque Idéaction ça a commencé avec 10 personnes, un petit nombre de gens déterminés peuvent vraiment changer le cours de l'histoire politique. Et là on va aborder des périodes beaucoup plus agitées que dans les années 90, et je pense que les choses vont bouger beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Après cette expérience Idéaction, bon, je me suis lancé dans l'aventure de l'entreprise comme beaucoup de gens de ma génération X avec Internet. Oui, la génération X, tout à fait, Vincent. Je ne me suis pas lancé dans le X sur Internet, même si le X a eu un énorme... le X, c'est la locomotive de la technologie souvent, hein, il faut le savoir, et beaucoup d'entreprises qui ont pignon sur rue d'Internet aujourd'hui ont connu des débuts assez olé olé. Je ne cite personne. Après, je me suis lancé donc dans la création d'entreprise. J'ai commencé chez Lagardère à apprendre mon métier parce que j'avais redémarré de zéro. J'ai créé une entreprise, je l'ai vendue avant la crise de 2008. J'ai eu beaucoup de chance. Et oui, merci. J'ai beaucoup hésité à la vendre. C'est vendre une entreprise finalement, c'est plus dur que de la créer. Et depuis, j'ai une activité de business angel très actif dans plusieurs entreprises du web qui sont des petites entreprises. Donc je connais ce sujet effectivement maintenant de façon intime depuis une douzaine d'années, à la fois comme entrepreneur et puis maintenant depuis 2-3 ans comme business angel, mais bon, très actif, donc on va dire comme entrepreneur. Voilà. Je passe la parole à Charles Becbédé. Mais donc bon, merci Arnaud, Charles Becbédé. Je suis entrepreneur depuis presque 20 ans maintenant. J'ai commencé une première entreprise après un parcours dans la banque d'affaires dans les années, donc à la fin des années 90. Et puis c'était self-trade, puis une seconde dans l'énergie avec Poeo. Et là, actuellement, je dirige une entreprise qui s'appelle Audacia, qui fait des financements pour les PME. Donc on va parler beaucoup de PME et d'entrepreneuriat, ça tombe bien. Et puis j'ai également cofondé une entreprise de production agricole qui s'appelle Agrogénération et qui développe tout simplement de la production de céréales et d'oléagineux en Argentine et en Ukraine. À côté de ça, j'ai d'autres petits investissements aussi en tant que business angel. D'ailleurs, on en a plusieurs en commun. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Bruno, je suis également entrepreneur. Donc moi j'ai commencé ma vie d'entrepreneur en reprenant une société familiale dans des conditions assez dramatiques, et que j'ai vendu après 2 années. Et puis je suis parti, je fais partie peut-être d'une génération un tout petit peu plus âgée, donc pas la génération X, XX peut-être, je sais pas. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous c'est la première génération qui a créé des startups en France au début des années 90
pour aller les mettre dans la Silicon Valley et pour commencer à vendre à ce moment-là les technologies, c'était les technologies d'intelligence artificielle et aussi le multimédia. Donc c'était vraiment très très avant. C'est un moment où il n'y avait absolument aucun écosystème en France et où créer une start-up, c'était genre être un fou furieux. Et donc j'ai créé une société en multimédia qui a très bien marché. Et puis après j'ai créé j'ai co-créé, j'ai aidé quelqu'un à créer plus exactement. J'étais le numéro 2. Je me suis un peu reposé, d'une société dans l'internet financier qui s'appelle SmartTrade, pas SafeTrade, mais SmartTrade, qui est donc pour l'intermédiaire financier, qui a été un gros succès pour moi. Et puis après, pendant un certain temps, j'ai travaillé avec des gros groupes, j'ai créé un cabinet de conseil, et puis en fait, depuis 2 ans, je retravaille avec énormément d'entrepreneurs, et j'ai pris la tête d'un accélérateur de start-up qui s'appelle le Founder Institute, et qui m'a donné en fait une nouvelle perspective sur l'évolution de l'écosystème entre le moment où moi j'avais créé les boîtes et ce qui s'est passé en France. Et donc il y a un vrai écosystème français, c'est ça dont je voulais parler, des startups, qui est extrêmement intéressant, qui est en train évidemment, qui risque qui est extrêmement menacé par tous les événements dont on parlait, ces fameuses lois. Et mais au-delà de ça, la chose que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est qu'en fait je pense qu'il faut aller au-delà des succès des startups et se poser la vraie question de le rôle de la création d'entreprise, le rôle politique de la création d'entreprise dans l'évolution de la France. Et il est très clair qu'on va avoir une crise avec le budget de l'État qui va être obligé de chuter, et la seule source de richesse, ça va être les entrepreneurs. Et je pense qu'il faut vraiment... j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui fait que les entrepreneurs... ça va au-delà de dire il faut baisser les impôts. C'est quel est le mécanisme qui fait que d'un seul coup il y a un pays qui se redresse grâce à l'entrepreneuriat. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de ça parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là et qui sont au cœur de nos valeurs libérales. Et il faut essayer de dépasser un petit peu le discours. Ouais, on est libéral, on pense que si on réduit les taxes, les gens sont plus contents, ils créeront plus d'entreprises. Il y a un vrai mécanisme qu'il faut développer. Je vais essayer de faire une proposition de ce que moi je vois à travers les entreprises. D'accord, je peux peut-être commencer d'ailleurs là-dessus directement. Si vous regardez, je veux dire, la Silicon Valley, tout le monde dit la Silicon Valley, on va le prendre comme modèle, d'accord? Il y a une chose qui est intéressante. Tout le monde, qu'est-ce qu'on pense? Silicon Valley, Google, d'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que dans le Silicon Valley, il y a une vraie culte de l'entrepreneur. C'est un écosystème absolument incroyablement favorable aux startups. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y ait qu'un seul Google. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser, vous avez... ouais, heureusement ou pas, mais en fait, on pourrait se dire, pourquoi il n'y en a pas plus? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour que vous ayez un Google, il faut que vous ayez peut-être 2000 personnes qui essayent de créer un Google. Vous avez pas, ça ne se fait pas au hasard. Okay, c'est-à-dire que le Google, c'est... bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la raconter, mais Facebook, c'est la même chose. Il faut, pour un Zuckerberg qui a réussi, il y a d'autres qui ont essayé de faire la même idée et de l'assembler et qui n'ont pas obtenu le financement, qui n'ont pas eu le talent, qui n'ont pas eu la possibilité. Il y a après 1001 raisons, d'accord? Un mauvais timing, plein de choses. Mais donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le processus de création d'entreprise, c'est un processus d'expérimentation qui se produit en vraie grandeur. Et si vous ne multipliez pas le nombre d'expériences, vous n'avez pas de chance qu'il y ait un grand succès. Et alors, la chose qui est la plus absurde, c'est de vouloir définir a priori ce que ça va être une entreprise qui a du succès. Donc, on a par exemple en France le statut de la jeune entreprise innovante, c'est vraiment totalement crétin. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce que c'est vouloir dire, voilà, une entreprise qui a une très forte technologie, un avantage technologique, doit nécessairement être une entreprise innovante, et celle qui ne l'aurait pas ne le serait pas. Moi, je vois dans mon accélérateur, alors c'est assez intéressant, je vais dire un mot parce que c'est relié à cette notion d'expérimentation et de fait qu'on ne peut pas savoir qui va réussir a priori. On est un accélérateur fondé sur quelque chose de très spécifique, c'est qu'on recrute les gens sur la base de leur capacité entrepreneuriale. On ne recrute pas les gens qui viennent de notre projet, c'est des gens qui veulent créer une entreprise et on leur fait passer un test pour voir s'ils ont la stabilité émotionnelle, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des gens qui viennent de tout horizon et on dit non à des politiciens et des gens de HEC et on dit oui à des gens de banlieue. Et là, ça c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment l'esprit des Lumières. Quand on passe au début, on sélectionne les gens sur la base de critères. Et après, vous voyez les types qui viennent, alors qui sont peut-être qui viennent des banlieues, mais qui sont des types super sophistiqués, très intelligents, très plein de ressources, et qui ont des idées de business vraiment hyper intéressantes, quoi. Et les idées qu'ils vont générer, c'est pas nécessairement des idées basées sur la technologie très appropriée, mais c'est des exploitations de l'Internet pour faire des choses qui sont incroyablement utiles et qui vont et qui peuvent et qui qu'en fait ils ont cette capacité à travers la compréhension de leurs propres besoins de voir quelque chose qui va être le futur. Donc
Si on ne multiplie pas ces possibilités-là, peut-être si on ne laisse pas rapidement les gens créer des entreprises et facilement, et si on n'augmente pas la possibilité de créer une entreprise, eh ben, ces entreprises-là vont, en fait, peut-être que sur les 15 qu'on va avoir, il n'y en aura aucun succès, j'ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que statistiquement, sur l'ensemble des entreprises qui se créent en France, il peut y avoir du succès si on multiplie le nombre d'expériences qui peut avoir lieu. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense que la chose qui serait importante, c'est qu'au lieu de dire « Ah, il faut qu'on fasse des zones franches dans tel truc, ah, il faut qu'on fasse le statut de la jeune entreprise innovante, etc. » Et au lieu qu'on fasse aussi la différence entre les auto-entrepreneurs et les entreprises, etc., ou qu'au lieu qu'on se concentre uniquement sur les startups, on devrait créer un véritable, moi ce que j'appelle un couloir de liberté, qui serait où on mettrait par exemple, en disant en dessous d'un certain niveau de revenus, mettons 1 million d'euros, pas de taxes sur les dividendes, voire charges sociales on élimine, on laisse la liberté absolument totale, ainsi que sur le droit du travail. Et dès que les boîtes passent à certains seuils, à ce moment-là, on les taxe, on rentre dans une problématique différente qui est la problématique qu'on connaît. Et je pense que ça permettrait de multiplier le nombre d'expériences, de laisser des gens absolument la liberté d'association, de pouvoir recruter, de pouvoir inventer les nouveaux modèles et d'avoir des entreprises de très forte croissance qui vont démarrer, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire et je vais passer la parole. C'est une mesure que l'on soutient à 100%, puisqu'on l'a proposé à Bayrou aux dernières élections présidentielles et qu'il l'avait accepté. Alors il l'a très mal vendu, parce qu'il ne l'avait pas forcément très bien comprise en réalité. Il a essayé de lui trouver où il a peut-être été un peu effrayé par l'audace de la proposition, mais enfin, néanmoins il l'avait retenu. Il avait appelé ça une zone économique spéciale, bon, nous on voulait appeler ça une zone franche pour l'économie numérique, mais en fait je trouve qu'effectivement on reproche souvent aux entrepreneurs aujourd'hui, notamment aux pigeons, de se focaliser sur le numérique, et l'idée d'être en dessous d'un certain chiffre d'affaires est probablement meilleure. Donc là vous êtes tombé au bon endroit, parce que clairement c'est typiquement le genre d'idée qu'on défend et qu'on va essayer à nouveau de faire rentrer dans les partis politiques à droite et au centre. Je regardais ce matin sur Twitter un certain nombre d'entrepreneurs très déçus par l'attitude de la droite en général, on va désigner aucun parti politique, dans le débat sur le PLF. Apparemment, les parlementaires se focalisant surtout sur le fait que le gouvernement avait reculé. Donc finalement, se satisfaisant d'une critique strictement politicienne et étant incapable de défendre à la tribune de l'Assemblée une argumentation un peu charpentée sur pourquoi ce projet de loi de finances est une catastrophe pour l'économie en général et pour les entreprises en particulier. Alors pourquoi ? Je pense parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le sujet, parce qu'ils ne le connaissent pas. On a un énorme problème en France, il n'y a pas d'entrepreneurs, et il y a finalement très peu de gens même du secteur privé, des cadres ou des employés, à l'Assemblée nationale. Il y a une surreprésentation écrasante de la fonction publique, des professions libérales, de retraités, etc. Et on voit bien dans ce débat et dans l'émergence des pigeons que le problème, en fait, au-delà, on dit il y a du racisme anti-entrepreneur, bon, je sais, tout ça est excessif. Je pense surtout qu'il y a une totale incompréhension de ce qu'est l'entreprise et de ce que sont les entrepreneurs. Et on voit dans les critiques contre les pigeons, on voit émerger des arguments. Alors bon, il y a des gens qui pensent qu'être entrepreneur, c'est être riche. Bon, ça c'est évidemment caricatural, c'est assez facile à contre-argumenter. Mais finalement, il y a des arguments plus subtils. Bon, finalement, les entrepreneurs, c'est pas si utile que ça. Ce sont des gens qui profitent de l'argent de papa-maman ou qui profitent d'opportunités, etc. Et puis ils exploitent ou ils utilisent finalement la force de travail de leurs collaborateurs. Donc en réalité, c'est surtout les collaborateurs qui apportent de la richesse. Donc ça, c'est ce que Poutou m'a lancé à la figure sur les télévisions avant-hier soir. Bon, ça c'est la critique communiste classique. Mais il y a des critiques plus subtiles aussi, comme celle selon laquelle la croissance, elle viendrait autant du secteur public que du secteur privé. Alors ça, c'est une critique, bon, ce qui est plus difficile bon, on connaît les arguments ici, mais c'est une critique qui est plus difficile à contre-argumenter. Parce que si vous répondez tout de suite, bah oui, mais enfin les secteurs publics, ça crée pas de richesse. Alors là, comment ça les infirmières, les professeurs, les policiers, s'ils n'étaient pas là, bon,
Donc les Français pensent que dépenser de l'argent dans le secteur public, finalement, ça crée de la croissance. Bon, ça, c'est très difficile d'aller contre ça. Et puis, là, il y a une critique plus récente qui est liée aux pigeons, qui est l'arrogance. Comme personne ne défend les entrepreneurs en France, les entrepreneurs se défendent tout seuls, et donc disent, ce qui est effectivement un peu maladroit, mais nous sommes les seuls créateurs de richesse, mais sans nous, vous seriez très mal, c'est nous qui payons des impôts, etc. Et donc, ils ont la critique de l'arrogance. Donc, c'est très important que ce ne soient pas des entrepreneurs qui défendent l'entreprise, finalement, parce que ils sont les plus mal placés pour le faire. Et c'est un peu triste qu'en France, aux États-Unis, il y a un culte dans l'entrepreneur, mais ça n'existe pas vraiment en France. Du coup, les entrepreneurs sont obligés de faire de l'autodéfense. Et les pigeons, c'est un mouvement d'autodéfense, un mouvement de résistance à l'oppression fiscale. Mais alors, moi je suis très surpris que finalement, on se rend compte que la réaction tant attendue du tiers-État contre l'assommoir réglementaire et fiscal français viennent des entrepreneurs, viennent des entreprises. Bon. Il est très important que ce soit relayé, que ce soit défendu et que ça passe à d'autres catégories, parce qu'effectivement, si on ne va pas pouvoir faire la révolution avec quelques dizaines de milliers d'entrepreneurs. Donc il va falloir que ça touche le grand public, et donc il faut que les entrepreneurs, ce mouvement des pigeons, ils aient des relais. Alors ce matin, il y a un nouveau mouvement qui est sorti, mais il paraît qu'il y a eu les vaches à lait, il y a eu les moineaux, les canaris, j'en oublie. Ce matin, il y a les dindons, hein, les moutons. Alors les moutons, ce sont les indépendants qui pestent contre le RSI. Les dindons, ce sont les emplois à domicile. Il y a une augmentation de 25 à 40% des charges sociales à partir du 1er janvier sur les emplois à domicile. Donc typiquement, vous avez une femme de ménage ou une nounou à plein temps, c'est 5 000 € de plus par an, quels que soient vos revenus. Hein. Vous avez à mi-temps 2 500 €, à quart-temps 1 250 €. Non mais les gens, c'est très étonnant cette histoire, les gens ne sont pas au courant. Quand les gens vont s'en apercevoir, ça va faire très mal. Prof particulier, 40 heures, 300 € en plus. Donc ça touche évidemment des millions de familles, hein, et pas que des riches, mais alors bon, dans l'imaginaire socialiste, c'est une niche fiscale pour les riches. Donc les dindons, allez voir. Il est très important qu'on participe à tous ces mouvements, qu'on y fasse entre guillemets de l'entrisme, hein, parce que je pense que ça va bouger à partir de là. À un moment donné, tous ces mouvements qui sont des révoltes fiscales tout à fait spontanées vont faire leur jonction, et on va pouvoir faire bouger les choses à partir de là. Derrière cette bataille sur l'entreprise, c'est une bataille idéologique clé pour nous, puisqu'effectivement, on voit tous nos thèmes y sont. Hein. Le rôle du service public et le rôle du secteur privé, la fiscalité, le code du travail, parce que finalement, on va quand même avoir du mal à baisser les impôts dans ce pays pendant quelques années. On voudrait au moins qu'on ne les augmente pas, mais les baisser, ça va être un peu compliqué, enfin à court terme. Il faudrait évidemment. Par contre, on peut libérer les forces entrepreneuriales, le code du travail, etc., qui sont des verrous monstrueux. Donc finalement, l'entreprise, c'est pas un si mauvais sujet que ça. Si on arrive à gagner cette bataille idéologique, on peut finalement gagner la bataille politique. Alors, il faut se battre sur les batailles qui ont lieu au moment. On ne peut pas toujours choisir le sujet sur lequel on peut se battre, mais là vraiment, on sent que ça bouge, on sent qu'il y a une sensibilité de l'opinion publique, on sent que la sympathie de l'opinion publique est plutôt du côté des pigeons, etc. etc. Il faut vraiment qu'on tous, on embraye là-dessus, qu'on y participe, qu'on l'aide, qu'on relaie ces opérations. Je pense qu'elles vont descendre au niveau local, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans les villes, etc. etc. Donc juste un point, une alerte. Vraiment, s'il y a une bataille politique pour le Parti libéral-démocrate dans les semaines et les mois qui viennent, c'est de participer à tous ces mouvements, de les encourager sur le web, sur le terrain. Elles auront une portée politique à partir du moment où il va y avoir des manifestations. Moi, j'ai beaucoup plaidé auprès des pigeons. Je n'ai pas été assez convaincant, malheureusement, pour qu'ils maintiennent leurs manifestations. Et là, je passe mon temps à leur dire, vous n'obtiendrez pas satisfaction. Ils ont eu la naïveté de penser que le fait que le gouvernement les ait entendus et qu'il les avait à négocier, finalement, c'était gagné. Bon, et puis, patatras, aujourd'hui, ils disent, mais finalement, on n'a rien gagné du tout, on s'est fait avoir. Comme leur avait prédit le jour même Vincent, effectivement, vous êtes fait pigeonner, les pigeons se sont fait pigeonner. Et là, on essaie tous d'essayer de les convaincre de reprendre l'idée de cette manifestation, et je suis sûr que s'ils le font, avec tous les autres mouvements qui sont en train de se créer, il peut y avoir une jonction, il peut y avoir quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire
la première révolte fiscale en France depuis très très longtemps. Alors on parle de Poujade, mais Poujade c'était finalement une réaction des commerçants et des artisans, mais la dernière vraie révolte c'était le papier timbré. Et ça a chauffé très très dur le papier timbré. Hein, et c'était sous Louis XIV, c'était les Français qui se révoltaient contre un nouvel impôt. Voilà, un nouvel impôt, c'était un nouvel impôt qui avait été inventé déjà à l'époque pour combler le risque de banqueroute de l'État français. Et puis cet impôt a été considéré comme insupportable et il a été réprimé dans le sang. Il y a eu la guerre dans un certain nombre de villes. Il a fallu écraser les révoltes dans le sang. Voilà. Charles. Pourquoi tu me montes du doigt en parlant de banqueroute de l'État? Je suis pour rien. C'est pas parce que je suis à l'UMP. Je te rappelle qu'ils sont plus au pouvoir. Bon, alors, à côté effectivement de tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai qu'il y a un sondage aussi très intéressant qui dit que 65% des Français soutiennent ces mouvements, le mouvement des pigeons en tout cas. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, et c'est vrai que pour nous, libéraux, qui croyons à la force de la liberté et à la responsabilité, pour créer des richesses et donc quelque part favoriser le progrès et ensuite avoir une solidarité financée, parce que pas faite à crédit, parce qu'on a des richesses qui sont créées, c'est le moment d'enfoncer le clou. Et donc il faut qu'on soit hyper présent dans les médias pour redire que ce sont les entrepreneurs qui, depuis 3 siècles, ont permis au niveau de vie d'augmenter de façon spectaculaire dans le monde entier, en particulier chez nous, parce que malheureusement, cette évidence est niée par actuellement une très grande majorité de la population et l'immense majorité des médias. Donc il faut qu'on revienne aux fondamentaux, comme le faisait Madelin, comme tous les grands intellectuels libéraux savent le faire, mais il faut qu'on le fasse et qu'on le répète et qu'on le dise avec des mots simples, avec des exemples concrets. Et il faut aussi dire que c'est grâce à ce système incroyable qu'est le libéralisme ou le capitalisme que depuis donc 3 siècles, 2 siècles, et puis on a eu cette augmentation spectaculaire du niveau de vie, et puis que c'est grâce aussi à ça que depuis 30 ans, des milliards d'êtres humains en Chine, en Inde, au Brésil, peuvent accéder aussi à un niveau de vie un peu décent et qui sinon n'auraient pas vécu, tout simplement. Et ça c'est l'argument qu'il ne faut pas hésiter à rappeler face à nos détracteurs. Et donc maintenant, pour ce qui est de notre pays qui va mal, qui va très mal, et ça va aller encore plus mal dans les mois qui viennent, parce que évidemment, comme tu l'as dit, le projet de loi de finances est absolument catastrophique. Il prévoit une croissance de 0,8% l'année prochaine. En fait, on sera à 0. On sera probablement même en récession. La CO Eurexecode est à 0,2, mais je ne sais plus si c'est Moody's est déjà à 0. Et puis, si on analyse le projet de loi de finances, on le sait tous, il y a tellement de prélèvements obligatoires en plus que ça va évidemment faire très mal sur la consommation, qui est un des seuls moteurs de la croissance, hélas, dans notre pays, et très mal aussi sur l'investissement. Donc les deux moteurs de la croissance vont être, non pas au ralenti, mais vont être à l'arrêt. Les entrepreneurs, là, en France, on ne parle que de fiscalité depuis 8 mois. C'est absolument catastrophique, au lieu de parler d'investissement et de création de boîtes. Les grands groupes, tout est gelé. Les grands groupes étrangers, il est hors de question d'investir en France, c'est fini. Imaginez, vous avez un grand projet, vous êtes au conseil d'administration d'une multinationale étrangère, vous avez des projets dans le monde entier, en Birmanie, en Allemagne, en Chine, et puis il y en a un en France. Mais le dossier, il est refermé immédiatement. L'arbitrage, il est immédiat. Donc le projet en France, il ne se fera pas, compte tenu de ce qu'ils ont lu dans le Wall Street, dans le Financial Times ces dernières semaines. Donc tout ça va avoir un impact désastreux sur la croissance et donc malheureusement sur l'emploi, sur nos finances publiques. Donc on peut s'attendre effectivement à une situation extrêmement délicate l'année prochaine, puisque la France doit emprunter 200 milliards d'euros sur les marchés. Actuellement, le coût de cette dette, il était très très faible, c'est le plus faible ever, même depuis Louis XIV, 2%, mais évidemment, ça va augmenter, et si ça augmente, chaque pourcent de plus, c'est 17 milliards
d'intérêt en plus par an. Donc, sachant qu'on doit tenir les 3% de déficit, sachant que la croissance sera de négative et non pas de 0,8, sachant que chaque point, c'est 17 milliards de plus, vous imaginez un peu la situation un peu délicate de nos finances publiques l'année prochaine. Donc c'est là qu'il faut c'est bien de faire du bavrez, mais on va arrêter là. C'est là qu'il faut qu'on soit proactif et qu'on dise la solution, elle est là, elle est sur la table. C'est effectivement donner un énorme coup d'oxygène pour qu'il y ait plus de création de richesses, pour qu'il y ait une hypercroissance, c'est possible, puisqu'on a un écosystème qui est tellement hostile à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat que si on fait quelques petites réformes, enfin quand même petites, j'enlève petites, quelques réformes structurelles, si on améliore un tant soit peu l'écosystème, eh ben, à ce moment-là, on a un énorme appel d'air et donc la France pourrait être un Eldorado pour les entrepreneurs. Songez que... Oula, ça sonne dans tous les sens, c'est bon. C'est bon. Donc, alors, juste trois trucs. La fiscalité, bon, bah, évidemment. Alors, juste, finalement, le chiffre qui synthétise tout, c'est que les entreprises françaises payent 18% du PIB en impôts, cotisations et impôts. En Allemagne, c'est 11%. Voilà. Donc là, c'est simple, c'est net. 7% du PIB, ça fait 140 milliards de plus que leur concurrente allemande. Donc, c'est juste monstrueux. Donc après, donc ça c'est la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Et là, et en plus, elle augmente. Et on peut s'attendre peut-être à d'autres taxations l'année prochaine. Ensuite, l'autre grand thème, c'est les rigidités. C'est-à-dire, c'est les rigidités du marché du travail, les rigidités du marché du logement. Quand on veut embaucher, quand on se dit, bon, voilà, j'ai créé une boîte, j'ai repris une entreprise, finalement, ça vaut peut-être la peine de la développer. On a bien sûr on a le problème de la fiscalité, ce qui fait que les marges, oui, j'ajoute quand même un truc, c'est que les marges sur des entreprises, excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée, c'est 28% en moyenne, alors qu'en Allemagne, c'est 40%, en Angleterre, c'est 45%, en Italie aussi, 45%. Donc, nous, on a vraiment le pire mixte, le taux de marge le plus faible depuis 40 ans. On n'arrive plus à autofinancer les investissements. Bien sûr, alors on nous dit oui, mais il faut innover plus, mais avec quoi? Les entreprises françaises sont extrêmement peu rentables. Et alors ça, c'est une moyenne en plus. Si on regarde maintenant les PME, c'est encore pire. Si on regarde les PME industrielles, c'est encore pire. Elles sont à peine à 20%. Donc, et ça, c'est cet écart de 7% du PIB, les 140 milliards. Donc, là, il y a une réforme à mener, vraiment courageuse, qui est vraiment de transférer, de baisser ces prélèvements obligatoires. Il y a même, bien sûr, on va dire, oui, mais alors qui va payer ces 140 milliards? Alors, il faut en mettre une partie sur la consommation, une partie et surtout une grande partie sur la réduction des dépenses. Et puis, il y a une partie qui n'a pas besoin d'être financée. Parce qu'il faut raisonner en dynamique. Si tout d'un coup, vous baissez les prélèvements, les entreprises vont avoir une telle bouffée d'oxygène qu'elles vont beaucoup plus créer de richesses et ça finance le delta qui serait à financer. Mais bon, rentrons pas dans les détails. Alors, il y a 140 milliards, c'est rien. Il y a l'autre sujet, c'est la rigidité du marché du travail. Donc bon, vous le savez tous, je ne vais pas passer une heure là-dessus, mais le Code du travail en France, c'est donc 2,7 kg, 2300 pages. Le Code du travail en Suisse, vous pouvez le lire dans un Paris-Lausanne en TGV en 2 heures. Donc il fait 3 pages. Donc j'ai pas l'impression que les employés suisses sont complètement opprimés par leur employeur. Donc il y a un moment où trop de rigidité, trop de règles se retournent contre ceux que ça veut protéger. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe? Cette petite entreprise qui avait envie d'embaucher quelqu'un pour se développer va préférer ne pas grandir plutôt que d'embaucher. Tout ça parce qu'on a voulu mettre tellement de protection que ça se retourne. Et c'est pareil sur le marché du logement. À un moment, vous savez tous, on est en crise du logement depuis 1918. Et on a voulu mettre tellement de protection sur... Évidemment, j'ai en face de moi un expert du sujet, donc bon,
On a voulu tellement on a mis tellement de protection pour le locataire que ça se retourne contre lui, parce qu'il y a 7% des logements en France qui sont vacants parce que les propriétaires veulent pas les louer à des locataires de peur de ne pas pouvoir virer le locataire s'il ne respecte plus le contrat, s'il ne paye plus le loyer. Donc là typiquement, on est dans quelques réformes un peu courageuses permettraient de stimuler l'emploi, de stimuler et de relancer le marché du logement et de faire en sorte que finalement cette rareté artificielle du marché du logement puisse être résorbée. Donc alors là, les réformes, elles sont simples. Il faut mettre en place dans le contrat existant, dans le CDI existant, juste un système où on se met d'accord lorsqu'on met fin au contrat, sur une indemnité simple et logique, je reprends les termes d'Aurélien, proportionnelle au salaire, proportionnelle à la durée de l'employé dans l'entreprise, et tout est connu à l'avance. Il y a une grille, en fait, dans chaque entreprise, qui a fait l'objet d'un accord d'entreprise, accord d'entreprise auquel les représentants des salariés ont participé. C'est donc un vrai accord avec référendum, ou si non, avec un accord où une majorité des syndicats présents dans l'entreprise a donné son aval. Et puis quand on met fin à un contrat, eh bien, à ce moment-là, il y a une formule, et c'est très simple. Et si jamais, et donc déjà, on peut désengorger énormément les tribunaux, et on ne va au tribunal que si l'employeur ne respecte pas sa propre grille. Bon, et éventuellement, on peut envoyer la grille à la direction départementale du travail, comme ça, ça fait foi. Bon, et ça, c'est simple. Vous vous rendez compte, si on fait ça, c'est des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés immédiatement. On estime à 500 000 emplois les emplois qui sont soi-disant offerts, non pourvus. Mais moi je pense que c'est beaucoup plus que ça en réalité, parce qu'on en connaît tous, enfin vous avez tous des copains entrepreneurs, vous êtes vous-même entrepreneur, vous savez très bien que ils sont tous prêts à embaucher 1-2 personnes, donc il y a 2 millions d'entreprises en France, je rappelle, si ils avaient un peu moins de rigidité. Et puis, il faut aller. Mais cette réforme, elle doit aller de pair avec la réforme sur la fiscalité et sur le logement, parce que c'est très important. Dans les grandes villes aussi, il y a beaucoup de gens qui refusent d'embaucher parce que, enfin, c'est pas qu'ils refusent, qui sont prêts à embaucher, mais ils trouvent pas parce que les personnes ne savent pas où se loger. Donc, il faut les deux. Hein. Donc, dérigidifier le marché du logement, dérigidifier le marché du travail, et puis fiscalité. Je voudrais juste ajouter un élément de réflexion sur la faiblesse du tissu économique français. J'ai une statistique qui date déjà il y a 10 ans, mais en fait qui m'avait énormément frappé. Deloitte & Touch organise chaque année le concours des entreprises de plus forte croissance en Europe. Et donc c'est un concours tout simple. Ils prennent des entreprises. Pour qu'une entreprise qualifie dans son concours, il faut que pendant 5 ans, elle ait cru de façon profitable, d'accord. Et après, ils regardent son taux de croissance cumulé sur 5 ans et ils regardent l'entreprise qui a le plus fort taux de croissance. Donc, c'est un concours assez bête. Ils font ça parce qu'évidemment, eux, ils essaient de vendre leurs services à ces entreprises-là et de les attirer. Alors, la question, c'est combien d'entreprises qualifiaient, je crois que c'est 2003, mais combien d'entreprises qualifiaient comme étant à ces critères-là? C'est-à-dire, il fallait que la boîte ait plus de 25 millions, je crois, et donc 5 années de croissance et profitable. Et en fait, le chiffre est combien qualifié en Angleterre? Et quel est le rapport entre les deux? Et la statistique, donc, qui est 2003, c'est il y avait, j'ai les ordres de grandeur, mais les ordres de grandeur sont parfaitement exacts. On était pratiquement sur 150 entreprises en France et on était sur 650 entreprises en Angleterre. Exactement un truc égal, d'accord? Donc ça montre, c'est un déficit. Il y a un vrai déficit d'hypercroissance en France. C'est pas un truc anodin. C'est vraiment je vois et ce que je vois pas, quoi. C'est-à-dire on voit pas à travers toute cette discussion sur les trucs, on voit pas. C'est pour ça que je pense que c'est important. On peut créer des emplois, mais il faut absolument qu'on crée des infrastructures économiques qui favorisent l'hypercroissance. Et l'hypercroissance, je veux dire, l'hypercroissance, on l'a connue à l'époque en France. Si on a L'Oréal, si on a Peugeot, si on a Renault, c'est les résultats d'une hypercroissance qui a eu lieu au début du XXe siècle. Si on a regardez Paris, les immeubles haussmanniens de Paris, c'est qui? C'est l'État qui a planifié chacun de ces immeubles ou c'est des constructions privées? Et avec quel argent? C'est ça. Donc on vit dans un pays qui a vécu sur l'hypercroissance. Et maintenant on vit sur la bête, en fait. Mais on est passé et on a un besoin vital d'hypercroissance.
qui va au-delà des réformes du marché du travail, etc. Ces méchances, elles ont un sens. Je n'irai pas toucher un mot, je suis absolument d'accord à 100%, c'est absolument pas le propos. Mais c'est important de voir que cet enjeu de l'hypercroissance, c'est un jeu sur lequel on pourrait peut-être se battre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et il y a c'est très positif et c'est surtout un truc dans lequel on est totalement sous-informé, quoi. Personne ne voit ça. Et je pense que c'est pour nous quelque chose qui est important. Et cette hypercroissance, elle se prépare et elle demande de préparer un terrain qui est justement d'avoir un terroir de micro-entreprises. Et par exemple, cette histoire sur l'auto-entrepreneuriat, moi je me suis immédiatement identifié sur les pigeons, je sais pas, j'ai fait partie des premiers qui ont like dans les 5000 premiers ou les 2000 premiers, je m'en fous. Mais je suis évidemment complètement d'accord. Moi j'ai regretté que ça éteint un petit peu le mouvement des auto-entrepreneurs. Parce que ce qui se passe pour les auto-entrepreneurs qui ne sont évidemment pas dans une problématique d'hypercroissance, mais c'était quand même très intéressant cette histoire qu'il y avait des gens qui pouvaient être autonomes. Et si vous regardez les gens dans les blogs, les gens disent maintenant, et moi j'avais voté à gauche, et grâce à Sarkozy j'avais pu vivre, et maintenant on me supprime, quoi. Et cette autonomie-là, c'est celle-là qu'il faut généraliser, parce qu'il ne faut pas la restreindre avec 70 000 euros de revenus, etc. Il faut créer vraiment une plage très large, et ce qui fait que des gens vont inventer des choses très très nouvelles, quoi. Et la France peut devenir demain un pays qui fait des choses totalement différentes, qui ne seraient pas basées sur le modèle américain et qui seraient aussi originales que les immeubles haussmanniens qu'on a eu à Paris, quoi. Alors, avant de vous passer la parole, je voulais juste rebondir là-dessus, c'est une très bonne transition. Je voulais vous dire qu'effectivement, le petit souci qu'on a actuellement, c'est que le mouvement, le premier mouvement qui a percé est celui des pigeons. C'est de l'Internet, donc c'est un peu éloigné d'un certain nombre de préoccupations quotidiennes des gens. Ce sont des boîtes qui sont... les pigeons eux-mêmes, c'est plutôt des petites sociétés ou des vrais entrepreneurs. Malheureusement, comme ils ont refusé d'avoir des porte-paroles, finalement, c'est des gens comme Simoncini qui se sont retrouvés de facto porte-parole. Et Simoncini, dans l'imaginaire des journalistes, on l'a vu encore avec un édito scandaleux d'Audrey Pulvar il y a quelques jours, c'est des centaines de millions d'euros. Alors je pense que là, si ce mouvement de révolte fiscale continue sur cette dialectique-là, c'est mal barré. Donc il est évidemment très très important de défendre plutôt les petits, parce que faut rappeler aux gens que les entreprises en France, c'est 2 à 3 millions de toutes petites entreprises, avant tout, parce que celles-là, elles ont la sympathie des gens. Vraiment, elles ont vraiment la sympathie des gens. Donc il faut encourager plutôt les mouvements des moineaux, les mouvements des dindons, etc., tous les autres mouvements que les pigeons, parce que les pigeons, ça y est, c'est réussi, il faut vite passer à une étape suivante. Et il faut rappeler aussi que finalement, l'entreprise, c'est le meilleur ascenseur, d'ailleurs, c'est pas le meilleur, c'est le seul ascenseur social qui reste dans ce pays. Donc la dimension sociale de l'entreprise, alors à travers les auto-entrepreneurs, c'est très clair et c'est très facile à défendre et à expliquer, mais même au niveau de l'entreprise et notamment des petites entreprises, c'est quoi la seule solution dans ce pays aujourd'hui pour que des gens qui n'ont pas de diplôme ou qui sont issus de l'immigration, qui sont jeunes et qui n'ont pas de patrimoine, puissent créer une entreprise, enfin puissent sortir de la misère. La seule possibilité aujourd'hui, éteignez vos portables s'il vous plaît. La seule solution, c'est l'entreprise. Bon, moi, c'est un hasard, mais la plupart de mes associés, j'ai eu quasiment que des associés qui sont des autodidactes. Voilà, donc clairement, j'ai vécu ça. Et c'est pas les plus mauvais, hein, parce qu'ils ont une niaque d'enfer. Ils n'ont pas de repères, donc ils n'ont pas de code, donc ils sont prêts à des innovations de rupture complètement inattendues. Ils osent des trucs que la bonne éducation, les diplômes vous empêchent d'oser, même de penser parfois. Et donc il faut vraiment insister sur ce type d'argument-là, parce que ça, les gens ils sont sensibles, les gens le comprennent. Et là, on peut défendre l'entreprise, on peut défendre l'esprit d'entreprise. Enfin, l'esprit d'entreprise en France, à mon avis, il n'a pas trop besoin d'être défendu parce qu'on n'a jamais créé autant d'entreprises dans ce pays. Par contre, l'entreprise elle-même, en tant que mécanique à créer des emplois et de la croissance, on a vraiment besoin de démonter le moteur de l'entreprise et d'expliquer, de faire de la pédagogie aux gens sur la manière dont fonctionne une entreprise, pourquoi les entreprises françaises ne créent pas assez d'emplois, pourquoi elles ne font pas assez de croissance. On vient de le dire, mais ce faisant, on fait comprendre aux Français de l'économie, parce que vous savez que les Français sont les plus mauvais d'Europe en termes de compréhension des concepts de base de l'économie. Mais je pense qu'à travers l'exemple concret
de la manière dont fonctionne une entreprise, avec des chiffres qu'on vient de citer, que tout le monde peut comprendre, et tout le monde peut comprendre pourquoi on en est là avec ces quelques arguments qu'on vient d'avoir. On explique finalement l'ensemble des problèmes de l'économie française, et finalement on gagne cette fameuse bataille idéologique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le combat qui est devant nous pour les mois qui viennent.